Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 7 novembre 2025 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bon retour parmi nous, monsieur l'ambassadeur. Heureux d'être avec toi, Daniel. Bon vendredi. Oui, bon vendredi. Abonnez-vous et cliquez sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher plus de monde. Permettez-moi de commencer, monsieur l'ambassadeur, par ce qui vient de se passer à New York, l'élection municipale, dont le résultat a été Zohran Mamdani, un musulman, socialiste et immigrant. Quelle est la situation actuelle? Les gens veulent-ils une forme de changement, du moins à New York? Eh bien, je pense qu'il y a toute une série de problèmes qui touchent les Américains ordinaires partout, pas seulement à New York. La hausse des coûts du logement, l'indisponibilité de logements à des prix raisonnables, l'inflation au niveau des supermarchés. Ce sont donc ce qu'on appelle des questions du quotidien, des choses qui affectent la vie de tous les jours. Et il y a beaucoup de mécontentement. C'est un premier point. Mamdani a centré sa campagne précisément sur ces questions. C'est très intéressant. Il n'a pas soulevé la question de la Palestine ou d'Israël. Ce sont ses adversaires qui l'ont fait. Et il a répondu, à mon avis, de manière très efficace lorsqu'on lui a demandé « Croyez-vous qu'Israël ait le droit d'exister ?» « Oui, a-t-il répondu, en tant qu'État garantissant des droits égaux pour tous, ce qui, bien sûr, n'est pas la situation actuelle. » Pour l'instant, en tout cas, il n'a pas fait campagne sur des questions de politique étrangère. Il n'a pas non plus fait campagne sur des questions religieuses. C'est une personne très éclectique, on le voit partout, lors de cérémonies hindoues, musulmanes, chrétiennes, juives, bouddhistes. Vous savez, c'est un très bon politicien. Une partie de cela tient à sa personnalité. Une personnalité très séduisante, avec une manière de s'exprimer très maîtrisée et réfléchie. Mais finalement, une autre partie tenait à l'opposition à Trump, qui a désormais un niveau de popularité très bas dans le pays en général et très peu de popularité à New York. Je pense qu'il y avait aussi d'autres facteurs. Je veux dire, évidemment, il y avait ici un fossé générationnel. Il a obtenu, je ne sais pas, 75% des voix des moins de 30 ans. À partir de 50 ans, c'était un concours plus serré. Mais les jeunes se sont clairement identifiés à lui et à ses positions. Et je ne pense pas que les jeunes aient peur du mot socialiste comme les générations précédentes. Quand on utilise ce mot aux États-Unis, un certain nombre de personnes pensent à l'Union soviétique et à ce qu'elle appelait le socialisme. Ce n'est pas du tout ce dont parle Mamdani. Il parle essentiellement de justice sociale, et cela trouve un fort écho dans un pays où les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Le coefficient de Gini, qui mesure cet écart, augmente à un rythme alarmant. Cela pourrait donc être un signe avant-coureur, un indicateur de ce qui va se passer à l'échelle nationale à l'approche des élections de mi-mandat de 2026. Et je ne pense pas que notre président se comporte comme s'il en était conscient. Il a formulé des critiques contre Mamdani. Il l'a traité de communiste, ce qui est absurde. Et il est clairement aligné avec les oligarques sionistes fortunés qui ont dépensé des millions de dollars, d'abord pour tenter de vaincre Mamdani, et maintenant qu'il a été élu pour le discréditer. La Ligue anti-diffamation, qui constitue le principal bras du lobby pro-israélien dans le domaine juridique, a mis en place une surveillance spéciale de Mamdani. Toutes les techniques habituelles sont donc employées pour le discréditer. Il prendra ses fonctions le 1er janvier. Il a une équipe de transition entièrement féminine, ce qui est intéressant. Et il prévoit d'imposer les riches de New York au même taux qu'ils le sont dans le New Jersey,
ce qui selon lui permettrait de financer les divers programmes de protection sociale qu'il défend. Bus gratuits, épiceries gérées par la ville et ainsi de suite. C'est donc un moment très intéressant et enthousiasmant. Et je dois conclure en disant qu'il y a pas mal d'inquiétudes, compte tenu de la violence croissante de la politique américaine quant à sa sécurité. Il existe des groupes comme Bétar, un groupe de nervis et d'espions sionistes qui tentent de combattre toute personne critique envers Israël et qui l'ont ouvertement menacé de mort. Je pense donc que cette histoire est loin d'être terminée. Et nous avons vu, comme vous l'avez mentionné, que les sionistes à New York, principalement des oligarques, ont dépensé plus de 40 millions de dollars contre lui, essayant de tout faire pour l'empêcher de réussir. Mais ils n'ont pas atteint leurs objectifs. En revanche, ce qui m'a étonné, c'est que ces salafistes, ces islamistes radicaux, l'ont attaqué en disant qu'il n'est pas musulman, qu'il est un kafir. Et vous savez, il est... Non, mais c'est bien sûr, il y a plusieurs choses à dire à ce sujet. Tout d'abord, il est évidemment modéré. Il marche au milieu de la route. Et comme l'a dit Sir George Shultz, secrétaire d'État, l'un de nos meilleurs secrétaires d'État, si vous marchez au milieu de la route, les gens des deux côtés de la route vous jettent des pierres. Il y a donc un peu de cela. Mais il y a aussi une question dans l'islam radical. Dans l'islam sunnite, je ne pense pas que cela existe dans la tradition chiite, qui dit que les musulmans ne devraient pas participer à la politique dans des États laïques, que les musulmans vivant dans des sociétés non musulmanes devraient être politiquement passifs. Et je vous le dis, il est tout sauf politiquement passif. Un parcours très intéressant. Il parle apparemment un assez bon arabe de la rue, il parle le bengali, il parle le lingala, ou peut-être le luganda, la langue de l'Ouganda, où il a grandi, d'où viennent ses parents. Sa mère est une Nair. Les Nairs sont une caste du sud de l'Inde pratiquant la polyandrie, c'est-à-dire que les femmes ont plusieurs maris et non l'inverse, le contraire de l'islam. Son père est un professeur très réputé à Columbia et il a fréquenté les meilleures écoles des États-Unis, un très bon collège dans le Maine, non loin d'où je me trouve actuellement. C'est donc une personne très intéressante et vraiment au-dessus de la plupart des politiciens. Le seul problème que j'ai vu avec Mamdani, c'est la photo qui a été publiée sur X et qui est devenue virale, son cliché avec le fils de George Soros. Qu'en pensez-vous, monsieur l'ambassadeur? Pensez-vous que ces gens essayent de s'attribuer son mérite ou qu'ils l'ont soutenu et ont une sorte d'agenda pour remodeler son mouvement? Eh bien, je pense que la fondation de George Soros est très active dans le soutien aux causes politiques libérales aux États-Unis. Et bien sûr, pour cette raison, George Soros a été diabolisé par la droite politique. Ainsi, lorsque le fils de George Soros apparaît et prend une photo avec Mamdani avant de la publier, il y a deux conséquences immédiates. La première est, comme vous le suggérez, que le groupe Soros revendique en partie le mérite d'avoir obtenu un résultat libéral face à des chances très défavorables à New York. Mais je soupçonne aussi que cette photo sera utilisée par la droite pour diaboliser Mamdani, ce qu'elle a manifestement l'intention de faire. Nous avons un président qui est très vindicatif et très personnel dans sa manière de gouverner, et il va pénaliser New York pour avoir élu Mamdani. Donc ça me fait penser à une analogie. Mamdani, eh bien, c'est comme le chien qui attrape la voiture. Que fait le chien avec la voiture? Vous savez, c'était amusant de courir après, mais maintenant qu'il l'a attrapé, que se passe-t-il? Il y a donc un peu de cela ici, une excitation à vivre dans l'avenir.
Le même jour où Mamdani a remporté l'élection municipale à New York, nous avons appris que Dick Cheney, l'architecte de nombreuses politiques au Moyen-Orient au cours de la dernière décennie, est décédé. Qui est Dick Cheney pour vous, monsieur l'ambassadeur, et pour les habitants du Moyen-Orient et des États-Unis? Eh bien, je l'ai connu dans plusieurs contextes. J'étais ambassadeur en Arabie Saoudite pendant la guerre du Golfe pour libérer le Koweït. Il se rendait souvent dans le royaume avec Colin Powell, alors président des chefs d'état-major interarmés. J'ai eu beaucoup d'interactions avec lui. J'ai volé avec lui vers Jeddah le 6 août 1990 pour consulter le roi Fahd au sujet de la réponse appropriée à l'invasion irakienne du Koweït. C'était un homme très idéologique, très ambitieux, mais ses crises cardiaques, en particulier la dernière, je pense, ont changé sa personnalité. Plutôt que d'être l'architecte des politiques au Moyen-Orient, je pense qu'il est devenu l'architecte de la soi-disant guerre mondiale contre le terrorisme, qui a désormais entraîné les États-Unis dans des combats dans 82 pays différents à travers le monde contre des forces islamistes. Certaines terroristes, d'autres non. C'était un type combatif. Bien sûr, il n'a pas servi dans l'armée parce qu'il avait des problèmes cardiaques. Il est allé à la même université que moi, Yale, mais il a abandonné après un semestre parce qu'il trouvait cela trop stressant. C'était une personne très étrange, mais je pense que les gens de gauche ont raison de le tenir pour responsable d'avoir poussé les États-Unis à adopter des politiques extrêmement belliqueuses à l'échelle mondiale. Pas seulement au Moyen-Orient. Sa mort a suscité un déferlement de vitupération de la part de ses détracteurs et très peu d'éloges de la part des autres. Il semble, monsieur l'ambassadeur, que la situation au Moyen-Orient ne se calme pas. Au contraire, elle s'aggrave. En Israël, on dit que le Hezbollah se renforce et qu'il faut s'en occuper au plus vite. On dirait qu'ils veulent attaquer le Hezbollah. Et le Liban, comme nous en avons parlé, est bombardé. Que cherche à communiquer Donald Trump avec la nouvelle direction syrienne, le gouvernement Al-Shara? Je crois qu'il doit rencontrer Al-Shara le 10 à la Maison-Blanche, ce qui bien sûr en contrarie beaucoup, car Al-Shara, lorsqu'il était connu sous le nom d'Al-Jilani, avait un lourd passé de décapitation et d'autres atrocités. Beaucoup lui ont pardonné tout cela, mais pas tout le monde. Alors la question, c'est comment se fait-il qu'un jour on soit un terroriste avec des millions de dollars de primes sur la tête et que le lendemain on se retrouve dans le bureau ovale avec le président des États-Unis? Que s'est-il passé? Il a été emprisonné par David Petraeus à Abu Ghraib, la prison tristement célèbre en Irak, où il a en quelque sorte été converti à Al-Qaïda. Et maintenant on voit David Petraeus le louer comme un défenseur de la démocratie. C'est assez cynique. Je pense que vous savez, dans le cas du Liban, c'est toujours la même chose. Israël a cette théorie selon laquelle en décapitant les mouvements, il peut les neutraliser. Mais cela ne fonctionne pas. Si l'on élimine les dirigeants d'un mouvement comme le Hezbollah, qui a des racines très profondes dans la société libanaise et qui représente très efficacement la majorité chiite du Liban, et qui s'est distingué dans le monde arabe en étant la seule force à avoir clairement vaincu les Israéliens, eh bien, cela ne met pas fin au mouvement. Le défunt dirigeant du Hezbollah, Nasrallah, était très populaire même dans les régions sunnites du monde arabe, malgré la répulsion pour son héritage chiite. Ainsi, les Israéliens poursuivent leurs efforts de décapitation. Ils ont assassiné un dirigeant du Hezbollah l'autre jour, et comme vous l'avez dit, ils continuent de bombarder le Liban. Ils sont même parvenus à un accord de cessez-le-feu avec le Liban.
They reached a ceasefire agreement with Lebanon. They were supposed to withdraw. They have not withdrawn. They have kept 5. Ils étaient censés se retirer. Ils ne se sont pas retirés. Ils ont conservé 5 bases dans le sud du Liban. Ils continuent de tirer, de tuer, d'empêcher les gens de se réinstaller dans le sud du Liban. Et comme vous l'avez indiqué, ils sont de plus en plus inquiets de la résurgence du Hezbollah, ce qui selon moi était inévitable. Juste à côté, en Syrie, il y a une véritable lutte entre la Turquie, alliée à l'Arabie Saoudite et à d'autres pays du Golfe Persique d'un côté, et Israël de l'autre. Les États-Unis se trouvent en quelque sorte au milieu. La Turquie et les Arabes du Golfe veulent une Syrie unifiée sous un gouvernement fort. Les États-Unis semblent vouloir la même chose. Israël veut une Syrie fragmentée, faible et désarmée. Je ne pense pas que quiconque plaide aujourd'hui pour armer la Syrie avec le type d'armement que l'Iran fournissait autrefois. En fait, le seul point sur lequel la Turquie, les Saoudiens, les Qataris et les Israéliens sont tous d'accord, c'est qu'ils ne veulent pas que l'Iran retrouve sa position prédominante en Syrie. Mais vous avez raison. La situation ne s'améliore pas. Il y a des accords. Al-Shara a rencontré la faction kurde, la soi-disant résistance démocratique en Syrie, et il a à peu près neutralisé l'élément druze le long de la frontière avec Israël. Mais les choses évoluent dans la mauvaise direction. La guerre au Yémen n'est pas terminée, et bien qu'il y ait un soi-disant cessez-le-feu à Gaza, il n'est absolument pas respecté par les Israéliens. Ils vont jusqu'au bout avec le nettoyage ethnique en Cisjordanie. Et en toile de fond plane la probabilité d'une nouvelle attaque israélienne contre l'Iran. Ce n'est donc pas un bon tableau, je suis d'accord. Voici ce qu'a dit Tucker Carlson, monsieur l'ambassadeur, à propos de la politique de Donald Trump au Moyen-Orient. Il estime que Trump a trahi ses électeurs en plaçant Israël en priorité. Et voici ce qu'il a déclaré. Nous devons réfléchir à ce que nous avons collectivement fait aux jeunes hommes. En réalité, nous les avons détruits. Et personne ne veut le dire, parce que personne ne veut assumer la moindre responsabilité pour quoi que ce soit. Jamais. Personne ne veut se repentir. Tout le monde préfère jeter des pierres. Ils ne voient pas la poutre dans leur propre œil. Et je m'inclus là-dedans. C'est simplement la nature humaine. Les gens veulent dire nazi. Et c'est comme, ah oui, d'accord, très bien, mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'écoute-t-il? En quelque sorte. Une partie de la raison, c'est que le Parti républicain a complètement trahi ses électeurs en se focalisant obsessionnellement sur Israël. C'est un fait. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pays de 9 millions d'habitants. Je ne suis pas contre Israël. J'y suis allé en vacances. J'ai toujours aimé Jérusalem. C'est ma ville préférée au monde. Je ne suis pas contre Israël. Mais pourquoi est-ce que c'est le centre de notre conversation? C'est 9 millions de personnes sans ressources. La seule valeur stratégique d'Israël, c'est la mesure dans laquelle nous devons le défendre. Mais si on enlève ça, il n'y a plus aucune valeur. Je ne suis pas contre. Je dis juste que nous sommes un pays de 350 millions d'habitants. Nous sommes le pays le plus important du monde. Et notre politique, eh bien, pratiquement chaque membre du Congrès passe sa journée à parler d'Israël. Et si vous êtes une personne normale, vous vous dites, je ne déteste pas Israël, je ne déteste certainement pas les Juifs, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et puis c'est comme, tais-toi. Tu ne peux pas en parler. Pourquoi? Peux-tu préciser ce que tu veux dire? Oui. Eh bien, vous savez, c'est une éruption de la droite patriotique, America First, qui était le slogan de l'administration Trump, et que certains à droite, comme M. Carlson, prennent très au sérieux. Et il est vrai que la politique américaine au Moyen-Orient est dictée par Israël et par de riches donateurs aux États-Unis qui font pression sur nos politiciens pour qu'ils fassent exactement ce que Tucker Carlson a décrit.
passaient tout leur temps à parler d'Israël, se rendre en Israël lors de voyages politiques et se comporter de manière honteuse lorsque le Premier ministre israélien paraît devant eux au Congrès en se prosternant devant Israël. Il y a donc beaucoup de colère à droite à ce sujet. Et ce n'est pas seulement à droite. Ce qui s'est passé, c'est que cette question, comme M. Carlson l'a justement souligné, était taboue. On ne pouvait pas critiquer Israël, car on était immédiatement condamné comme antisémite. Je veux dire, Israël est un pays, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une communauté religieuse. Ces valeurs ne semblent d'ailleurs pas avoir grand-chose à voir avec celles du judaïsme tel qu'il est pratiqué dans le monde. C'est une société très immorale. Elle est cruelle, elle est sadique. Son armée s'est révélée être la plus sadique du monde. Elle n'a aucun scrupule à sodomiser ses prisonniers palestiniens. Elle a affamé des Palestiniens jusqu'à la mort dans un génocide. Quel genre de pays est-ce là? Mais on ne peut pas le critiquer aux États-Unis, car on est alors d'une manière ou d'une autre entaché par l'accusation d'antisémitisme. L'antisémitisme est un vrai problème, bien que franchement ce ne soit pas un problème très important aux États-Unis. Les Juifs comptent parmi les personnes les plus en vue dans toutes les professions. Ils sont riches, ils sont respectés. En fait, des sondages montrent que les communautés juives figurent parmi les groupes religieux les plus respectés aux États-Unis. Où sont les preuves de discrimination? La discrimination concerne uniquement la critique d'Israël, pas le statut des Juifs aux États-Unis. Et pour revenir à votre première question, cela s'est clairement reflété dans la victoire de Mamdani à New York. Les jeunes Juifs ne veulent pas être associés à l'idée que critiquer Israël revient d'une certaine manière à être antisémite. Ils sont très critiques envers Israël, et je les admire pour cela, car ce n'est pas une position facile à adopter au sein des différentes communautés juives auxquelles ils appartiennent. Mais ils ont eu le courage de se lever et de dénoncer Israël pour ce qu'il fait. C'est donc une évolution très intéressante et c'est très complexe. Nous n'en avons pas encore fini avec cette affaire. D'ailleurs, quand tu as parlé des 40 millions de dollars dépensés par des oligarques juifs pour vaincre Mamdani, ce n'était qu'un seul d'entre eux, c'était Bill Ackman. À lui seul, il a dépensé cette somme. Au total, bien plus de 100 millions de dollars ont été dépensés à ce sujet et des gens continuent d'y consacrer de l'argent. Toutes sortes de calomnies sont mises dans la bouche de Mamdani, des choses qu'il n'a jamais dites. Cela reflète le traumatisme de la Shoah pour les Juifs plus âgés. Cela reflète aussi le fait qu'après 1967, de nombreux Juifs américains ont vu Israël comme une partie de leur identité. C'est une forme de politique identitaire, mais cela change rapidement. Monsieur l'ambassadeur, lorsqu'il s'agit du concept d'Israël, de nombreux sionistes aux États-Unis affirment qu'il s'agit du seul pays juif sur Terre. C'est pourquoi nous devons le soutenir. Vous savez, le qualifier de seul État juif, ce concept même comporte une forme d'apartheid, comme l'a mentionné feu le président américain Jimmy Carter dans son livre. Eh bien, c'est précisément là le problème. Le judaïsme est une religion. Les Juifs étaient traditionnellement des communautés religieuses. Jews traditionally were religious communities. They had various schools of thought, Ils avaient différentes écoles de pensée, différentes lectures de leurs écritures et de leurs traditions. C'est en réalité un ensemble très divers de communautés au sein du judaïsme. Les Juifs ne sont pas un peuple, les catholiques ne sont pas un peuple, les musulmans ne sont pas un peuple. Il existe une Ummah qui est une communauté, mais personne ne dit que les musulmans forment une nation. Les hindous ne sont pas une nation. Le Sri Lanka est majoritairement bouddhiste, mais le bouddhisme est une religion, pas une définition du pays. En somme, ce que les sionistes ont fait, c'est tenter de transformer une communauté religieuse en une nation.
le peuple juif est un peuple inventé. C'est ironique car bien sûr ils accusent les Palestiniens d'être un peuple inventé. Mais en réalité, il n'y avait pas d'État juif, il n'y avait pas de nation juive. Il n'existait pas de peuple juif avant la création de l'État d'Israël, qui était l'objectif des sionistes. Et il est intrinsèquement raciste d'adopter la position que les Israéliens défendent. Je ne pense pas que le judaïsme soit raciste, bien au contraire. Mais le sionisme l'est beaucoup, car il exclut les autres en Israël. Sur les 9 millions d'habitants du pays, environ 20% ne sont pas juifs. La plupart sont chrétiens, et ils sont traités comme des citoyens de seconde zone. Et les habitants de la Cisjordanie et de Gaza ne sont pas traités comme des êtres humains. C'est donc un gros problème, un très gros problème. Et il y a vraiment une question à se poser quant à savoir si une société constituée de manière aussi ouvertement raciste que celle qu'Israël est devenue, vous savez, elle a commencé de façon assez idéaliste, mais elle a perdu ses idéaux, peut ou doit survivre. Je pense qu'il est important de comprendre qu'au Moyen-Orient, les Juifs, les musulmans et les chrétiens ont vécu ensemble pendant de très nombreuses années. Il ne s'agit pas seulement de leur histoire récente de conflits meurtriers. Il y a derrière cela une histoire longue et complexe. C'est un point important, mais permettez-moi d'en faire deux en réalité. D'abord, sous les Ottomans, diverses communautés religieuses et ethniques vivaient côte à côte, paisiblement. Lorsque l'État turc est né de l'Empire ottoman, cela a changé. Ils sont devenus des nationalistes turcs, et les Grecs, les Arméniens et d'autres ont terriblement souffert du même type de haine nationaliste, de passion, si l'on veut, que l'on observe dans un pays comme Israël. Ainsi, l'idée qu'il y ait eu un conflit perpétuel au Moyen-Orient est absurde. L'idée que l'islam se soit étendu par l'épée n'est vraie que dans la mesure où l'expansion initiale des empires arabes s'est faite par l'épée. Mais les gens se sont convertis à l'islam non pas parce qu'ils y étaient forcés, mais parce qu'il existait des incitations fiscales à le faire. Il s'avère que les incitations fiscales fonctionnent très bien pour persuader les gens d'envisager des alternatives à leur héritage religieux. L'autre point ici est ironiquement que le sionisme était une idée chrétienne. Ce n'était pas une idée juive, c'était une idée chrétienne européenne. Et elle avait deux avantages. Premièrement, nous pouvons nous débarrasser de nos juifs en les renvoyant en Palestine d'où ils disent venir, et cela résout un problème. Deuxièmement, nous pouvons faire une bonne action pour les juifs en les laissant aller dans leur prétendue patrie. Vous savez, dans la tradition juive, à Yom Kippour, on dit « l'année prochaine à Jérusalem ». Il y a donc un lien avec la Terre Sainte. Cela a donc été perçu comme une bonne idée. Envoyons-les tous en Palestine, ce qui est, et puis bien sûr les sionistes ont trouvé un merveilleux slogan, « Une terre sans peuple, pour un peuple sans terre ». Ainsi, les habitants de la Palestine, qui ironiquement étaient les descendants génétiques des anciens peuples juifs, cananéens, phéniciens et autres ayant habité la région, et qui s'étaient d'abord convertis au christianisme puis à l'islam, soudainement, vous savez, n'existaient plus. C'est donc une entreprise très coloniale et raciste. Cela est aggravé par le fait que la déclaration Balfour, qui parlait d'établir un foyer national juif en Palestine, avait été conçue principalement comme un moyen d'obtenir le soutien des Juifs d'Allemagne, influents contre le Kaiser pendant la Première Guerre mondiale. En somme, tout cela était politique et très cynique. Et bien sûr, la déclaration Balfour promettait des droits égaux pour les Palestiniens, mais cela a vite été oublié. C'est donc une situation très complexe, cela couvait depuis longtemps. Les personnes qui parlent de la situation comme si elle avait commencé le 7 octobre 2023
disent simplement n'importe quoi. Ce problème a en réalité commencé il y a environ 100 ans, peut-être plus de 120 ans, avec les débuts de la colonisation sioniste sous le régime colonial britannique en Palestine. Et il n'est pas surprenant que des gens chassés de leur foyer, d'abord en petit nombre, puis pendant la Nakba, la guerre d'indépendance israélienne, 750 000 personnes expulsées, résistent. Et d'ailleurs, ils ont le droit de résister en vertu du droit international, y compris par la force. Ils peuvent résister violemment. Ainsi, lorsque Israël affirme avoir le droit de se défendre, cela revient en réalité à dire qu'il a le droit de coloniser la Palestine. Ce n'est pas une affirmation juridique, c'est une situation qui n'aurait jamais dû être autorisée à se produire. Et cela va probablement très mal se terminer pour tout le monde, y compris pour les citoyens israéliens. Mais pour le moment, ce sont surtout les Palestiniens, les Libanais et les Syriens qui souffrent. Et seuls les Yéménites se lèvent pour défendre la Convention contre le génocide qui stipule que si vous avez signé cette convention, vous avez le devoir de vous opposer au génocide. Le Yémen est le seul pays à l'avoir fait. Monsieur l'ambassadeur, quand vous regardez Donald Trump, il a dit qu'un nouveau pays allait rejoindre les accords d'Abraham. À mon avis, il parle de la Syrie qui rejoindrait les accords d'Abraham. Il a également eu une réunion avec les pays d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Turkménistan et le Tadjikistan. Et il semble que le Kazakhstan va rejoindre les accords d'Abraham. Mais que sont encore les accords d'Abraham aujourd'hui? Je ne comprends pas. Avec tout ce qui se passe, Israël qui s'empare de la partie sud de la Syrie, qui attaque le Liban, qui est présent à Gaza et en Cisjordanie, c'est un énorme désordre. Ils tuent des gens, ils harcèlent des gens. Qu'est-ce que cela signifie encore? Eh bien, il s'agit principalement de politique internationale. C'est une manière d'apaiser ou de courtiser les faveurs des États-Unis, qui demeurent le protecteur d'Israël et qui, pour toutes les raisons évoquées par Tucker Carlson, reste obsédé par la consolidation de l'État d'Israël au Moyen-Orient. Ainsi, ils dépensent une grande partie de leur capital diplomatique à tenter de convaincre des pays comme les Émirats arabes unis, qui pratiquent une forme de Israël politique, ou le Kazakhstan, qui joue une sorte de real politique entre la Chine et la Russie, mais souhaite néanmoins obtenir le soutien américain. Donc c'est peu coûteux pour le Kazakhstan. Il n'a pas vraiment d'intérêt direct dans ce conflit. Et en Syrie, vous savez, Tom Barak, notre ambassadeur à Ankara et en quelque sorte le vice-roi des États-Unis dans la région, s'efforce beaucoup de faire entrer la Syrie dans l'orbite israélienne. Là encore, cela reflète la politique intérieure telle que Tucker Carlson l'a décrite. C'est donc un fait, vous pouvez le désapprouver, et je ne pense pas que cela ait beaucoup de sens. Je pense qu'en réalité, en enhardissant Israël, cela augmente la probabilité qu'Israël commette des atrocités dans la région. Mais c'est ce qui se passe. La Russie n'est pas satisfaite de la politique étrangère des États-Unis, ni de la nouvelle rhétorique de l'administration Trump concernant les essais nucléaires. Dans son interview à 60 minutes, il a déclaré que la Russie et la Chine avaient procédé à des essais de bombes nucléaires, mais il n'existe pour l'instant aucune preuve de cela. Nous n'avons rien qui prouve ce dont Donald Trump parle. Le président russe a déclaré que ce serait un problème sérieux pour la Russie si les États-Unis commençaient à tester des armes nucléaires. Quelle est votre opinion sur ce qui s'est passé? Car beaucoup de gens affirment qu'en coulisses, les deux administrations se parlent. Mais nous ne voyons pas cet aspect-là. Je ne pense pas qu'ils communiquent efficacement entre eux. Pas du tout.
Je trouve que les rencontres entre le président Trump et les Russes ont été très décevantes pour les deux parties. Parce qu'en gros, et je dois le dire, le président Trump croit à beaucoup de choses impossibles. Vous savez, peut-être 20 choses impossibles avant le petit déjeuner, comme on dit. Il pense que les chrétiens sont victimes d'un génocide au Nigeria. Il pense que Nicolás Maduro est à la tête d'une sorte de cartel de la drogue. Il pense que les États-Unis sont remplis d'antifa, quoi que ce soit. Et il pense que les Russes et les Chinois testent des armes nucléaires. Le seul pays qui a testé des armes nucléaires ces dernières années est la République populaire démocratique de Corée, la Corée du Nord. Et il n'est pas vraiment clair ce qu'il voulait dire lorsqu'il a parlé de tester des trucs nucléaires. Je veux dire, le département de l'énergie, d'ailleurs ce n'est pas le département de la défense qui est responsable des armes nucléaires, mais bien le département de l'énergie, affirme que ce dont il parle, c'est de tester des composants non nucléaires essentiels au fonctionnement des armes nucléaires. Il vérifie donc, par exemple, si l'implosion produite par les charges façonnées pour créer la fission dans le plutonium ou l'uranium fonctionnerait. Mais ils n'ont pas de plutonium ni d'uranium à l'intérieur. Ils ne déclenchent pas d'explosion, donc personne ne sait de quoi il parle. Et je pense que ce que le président Poutine vient de dire est clairement dissuasif. Il a dit, si vous faites cela, nous le ferons aussi. Si vous commencez à tester des armes nucléaires, nous ferons de même. Peut-être que le président Trump réagit à cela. D'ailleurs, il a aussi dit que les États-Unis possédaient plus d'armes nucléaires que quiconque, et ce n'est pas vrai. L'arsenal le plus important est celui de la Russie. Peut-être réagit-il à la montée en puissance chinoise, qui est provoquée par le plan américain de dépenser $1 billion pour moderniser nos forces nucléaires, y compris le développement d'armes nucléaires tactiques ou d'armes dont la puissance explosive peut être ajustée pour une utilisation explicitement contre la Chine. Les Chinois ont donc réagi en modifiant leur posture traditionnelle, qui consistait à ne maintenir qu'une dissuasion minimale, une force de frappe suffisante pour infliger des pertes à un ennemi ayant lancé une attaque nucléaire contre la Chine. Ils ont conservé leur doctrine de non-recours en premier à l'arme nucléaire, mais ils se sont désormais orientés vers la destruction mutuelle assurée, la théorie que les États-Unis et les Russes suivent depuis des années. C'est donc inquiétant, je le reconnais, mais cela ne revient pas à tester des armes nucléaires. Il peut y avoir une certaine confusion de la part du président Trump, ce qui ne serait pas inhabituel. Il a dit qu'il est très actif dans la conclusion d'accords entre les pays, des accords de paix et ce genre de choses. Puis il a ajouté qu'en ce qui concerne l'Iran et Israël, il était responsable de l'attaque contre l'Iran. Voici ce qu'il a dit. Israël a attaqué en premier. Cette attaque a été très puissante. J'en étais largement responsable. Lorsque Israël a attaqué l'Iran en premier, ce fut un grand jour pour Israël, car cette attaque a causé plus de dégâts que toutes les autres réunies. Oui, eh bien, c'est un aveu très révélateur. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, je ne sais pas. C'est possible, je suppose. Mais je sais une chose à ce sujet. Il y a une erreur dans la manière d'évaluer le but et les résultats d'une action militaire. Le but est de modifier le comportement de l'autre camp d'une manière ou d'une autre, de l'intimider, de le pousser à changer ses politiques, à modifier une frontière, à faire ce genre de choses. C'est un résultat politique qui justifie l'action militaire. C'est l'essence même de ce que Clausewitz veut dire lorsqu'il affirme que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens.
To say that they did a lot of damage, that measure Dire qu'ils ont causé beaucoup de dégâts et mesurer le succès ou l'échec d'une action militaire par les destructions qu'elle provoque, c'est complètement passer à côté du sujet. C'est adopter une logique militariste plutôt que de pratiquer l'art de la diplomatie. Et d'ailleurs, si l'on compare les dégâts des deux côtés lors de cette soi-disant guerre de 12 jours, à la fin de ces 12 jours, Israël était à bout de souffle, et l'Iran ne l'était pas. Il avait été mis à terre, mais il s'est relevé. Et si nous avons une autre confrontation, ce dont je crains qu'il soit inévitable, je ne sais pas quand, alors je pense qu'Israël subira des dommages très graves lors de la contre-attaque iranienne. Donc je ne pense pas que ce fut un grand jour pour Israël, contrairement à ce qu'il a dit. So I don't think it was a great day for Israel, as he said. I think it was very damaging. Je pense que cela a été très préjudiciable à Israël. Cela explique en grande partie l'émigration depuis Israël et les efforts des Israéliens pour obtenir un second passeport, ce qui d'ailleurs devient de plus en plus difficile. On commence à entendre des plaintes d'Israéliens disant qu'ils ne peuvent plus obtenir un passeport portugais aussi facilement qu'auparavant. Ils ne sont pas les bienvenus dans de nombreux endroits à l'étranger, et certaines personnes les traquent et cherchent à les arrêter pour crimes de guerre. Israël est donc de plus en plus isolé, et cela tient en partie à son habitude d'attaquer ses voisins. D'abord l'Iran, puis plus tard le Qatar, ainsi que le groupe du Hamas qui débattait de la paix avec Israël à Doha. Hier, le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a déclaré « Nous avons essayé tous les moyens possibles pour communiquer avec les États-Unis. Nous ne savons pas quoi faire d'autre, si ce n'est renforcer notre puissance militaire ou défensive afin d'être prêts à toute forme d'attaque et d'y répondre. » Il s'agit du gouvernement et de l'ambassadeur qui sont arrivés avec une politique de négociation et de diplomatie. Ils n'obtiennent aucun résultat à l'administration Trump. They're heading nowhere with the Trump administration. Well, that's true. And ironically, of course, the Trump administration. Eh bien, c'est vrai. Et ironiquement, bien sûr, l'administration Trump est arrivée au pouvoir sur une plateforme de pacification. Et pourtant, nous voyons maintenant toutes sortes de preuves d'un désir d'expansion territoriale. Au Groenland, au canal de Panama, les attaques contre le Venezuela et la Colombie, le meurtre de personnes en haute mer, la menace d'envahir le Nigeria sur des motifs fallacieux, et ainsi de suite. Donc, je ne pense pas que l'administration Trump comprenne ce qu'est la diplomatie, ce qui explique en partie pourquoi elle n'a eu aucun succès. Le président Trump a affirmé avoir mis fin à 7 ou 8 guerres, mais il est le seul à percevoir ces guerres comme terminées. Personne d'autre ne pense qu'ils ont pris fin, surtout pas ceux qui se battent réellement entre eux. Ce sont des opérations photo-politiques, des pseudo-événements. Ce n'est pas une vraie paix. Un cessez-le-feu n'est pas la paix. Et rien ne prouve que l'administration soit même capable d'une diplomatie sérieuse. Je pense donc qu'Araghchi et l'Iran ne sont pas seuls dans leur frustration envers les États-Unis. Pratiquement tous les autres pays rencontrent le même problème. Et lorsqu'on négocie avec les États-Unis, par exemple, il y a eu des accords commerciaux conclus avec la Malaisie et le Cambodge, les États-Unis ont inséré une clause stipulant qu'ils ne pouvaient pas conclure d'accord avec la Chine. Eh bien, cela ne va pas les empêcher de le faire. Mais l'effort consistant à utiliser des tarifs douaniers, des sanctions et des pressions politiques, du chantage en réalité, pour forcer les pays à choisir entre les États-Unis et la Chine, ou entre les États-Unis et la Russie, ou dans le cas de l'Inde avec l'embargo sur le pétrole, ne fonctionnera tout simplement pas. Si nous voulons obtenir ces résultats, si nous voulons que d'autres pays nous choisissent plutôt que les Chinois, nous devons adopter une approche différente. Nous ne pouvons pas les y contraindre par le chantage. Et même s'ils acceptent, ils ne respecteront pas l'accord.
et très probablement, ils n'accepteront pas du tout, ce qui ne fera que les irriter. But most likely they won't agree, and we will just anger them. Monsieur l'ambassadeur, le problème avec l'administration Trump, c'est que lorsque nous observons Donald Trump et ses communications avec la presse ou avec d'autres dirigeants, c'est le chaos total. En 24 heures, on voit toutes sortes de déclarations sur de nombreux sujets émanant du président des États-Unis, Donald Trump. Avec l'administration Biden, nous avons eu un peu de cela aussi, mais nous savions que Anthony Blinken savait ce qu'il voulait. Et il était clair chaque fois qu'il s'adressait à la presse. Il répondait aux questions, et nous savions exactement quelle était la position de l'administration Biden lorsqu'il s'agissait de Blinken ou de Jake Sullivan. Ces deux-là étaient cohérents et coordonnés. Mais dans l'administration Trump, c'est comme si ces rôles étaient fusionnés en un seul personnage, Marco Rubio, qui ne parle à personne. Nous ne savons donc pas quelle est la politique officielle. Donald Trump ne représente pas une politique officielle. Il incarne simplement le chaos. Well, first of all, there is chaos. Eh bien, tout d'abord, il règne un chaos à Washington au sein de la branche exécutive. Il n'y a plus aucun processus d'élaboration des politiques. Le personnel du Conseil de sécurité nationale, qui était chargé de coordonner la conception des politiques et de surveiller leur mise en œuvre, a été réduit à presque rien. Techniquement, Marco Rubio est le chef du Conseil de sécurité nationale, le secrétaire d'État, l'archiviste national et le responsable national de l'aide étrangère. Et il n'est capable d'exercer aucune de ces fonctions, car il n'existe plus de système. Le gouvernement des États-Unis est en train de fermer. Je veux dire, il ne s'agit pas seulement d'une fermeture budgétaire. Nous entrons dans la période des fêtes de Thanksgiving, et vous ne pourrez pas prendre l'avion car les contrôleurs aériens ne sont pas payés et ne se présentent pas au travail. L'administration fédérale de l'aviation est contrainte d'interrompre les vols. De même, les gens subissent désormais un choc face à l'explosion de leur prime d'assurance maladie, tandis que Medicare est démantelé. Nous arrivons donc à un point critique avec deux conséquences. La première, c'est qu'il faut reconnaître que le gouvernement des États-Unis n'est plus compétent. Et c'est un développement majeur d'importance mondiale. Vous allez avoir à Belém une conférence sur le climat, et les États-Unis ne croient pas à une crise climatique, donc nous n'y participerons pas. Et ainsi, nous nous isolons du reste du monde. Nous réduisons notre compétence. Nous n'avons clairement aucune compétence diplomatique en ce moment. Tout est militaire. Et Marco Rubio, dans son effort pour écraser Cuba, ce qui a été son ambition de toute une vie, voit le chemin vers cet objectif comme commençant par l'écrasement du Venezuela, ce que je ne pense pas qu'il réussira. Et je reviens sur le fait que, vous savez, si les États-Unis attaquent réellement le Venezuela, par opposition au meurtre de quelques pêcheurs innocents accusés de trafic de drogue sans aucune apparence de légalité, c'est de la piraterie au regard du droit international. C'est inconstitutionnel dans le contexte américain. C'est une violation du War Powers Act. Il n'y a rien de bon à en dire. Mais si nous attaquons réellement le Venezuela, je pense que la situation va s'envenimer très rapidement. Les Russes, peut-être les Chinois, soutiendront le Venezuela. Je pense que le Brésil soutiendra le Venezuela. D'autres pays d'Amérique latine comme la Colombie soutiendront le Venezuela. Personne ne veut voir un retour à l'interventionnisme américain qui a caractérisé notre politique il y a 125 ans. Et donc je pense, eh bien, il n'y a aucune explication à tout cela. C'est simplement que nous faisons les choses parce que nous pouvons les faire, pas parce que nous devrions le faire, ou parce que nous avons un plan pour ce qui se passera ensuite. Que se passe-t-il si le chien attrape à nouveau la voiture? Que se passe-t-il? Nous n'en savons rien.
Actually, the people here En réalité, les gens ici au Brésil sont très préoccupés par ce qui se passe au Venezuela, par la situation là-bas, parce que nous savons que si les États-Unis voulaient obtenir plus de pétrole du Venezuela, ils y seraient favorables. Ils accueilleraient cela favorablement. they would welcome that. Bien sûr, They would welcome Ils accueilleraient favorablement tout type d'investissement provenant des États-Unis. United States. Well, we've had a 20-year, more than 20-year campaign. eh bien, nous avons mené une campagne de changement de régime depuis plus de 20 ans, à travers des sanctions, des pressions économiques, et ainsi de suite. L'administration Trump a commencé avec certaines divergences entre ses membres. M. Grinnell, qui s'est rendu au Venezuela et a négocié avec les Vénézuéliens, voulait rouvrir le commerce du pétrole avec le Venezuela, ce qui aurait eu du sens. Le président Trump semble avoir une attitude mercantiliste, c'est-à-dire, comme à l'époque coloniale, il faut contrôler directement les ressources, sinon on ne peut pas compter sur les approvisionnements. Mais la mondialisation a créé une situation où il existe de multiples chaînes d'approvisionnement pour pratiquement tout, et il n'est pas nécessaire de contrôler les champs pétrolifères. Les pays qui possèdent du pétrole l'exporteront parce qu'ils veulent l'argent. You don't need to control oil fields. There are countries that have oil will export it because they want the money. If your companies are willing to Et si vos entreprises sont disposées à participer pour les aider à le faire, elles seront les bienvenues. Même les pays les plus étatiques, le Brésil en fait partie, le Mexique aussi, ont par le passé tiré parti de la participation d'entreprises étrangères dans l'exploitation de leurs ressources. Pourquoi? Parce que c'était logique. Exclure cette possibilité n'a aucun sens. Et il y a ici une ironie, je dois le dire, puisque vous parlez de pétrole. Et vous savez, c'est une question importante, celle des prix mondiaux. L'OPEP a pris des mesures qui, avec les Russes, ont fait baisser le prix du pétrole à environ $60 le baril. L'ironie, c'est que le président Trump est arrivé au pouvoir en disant « forons, forons partout ». Autrement dit, continuons à forer du pétrole partout. drill, baby, drill, just keep drilling all over the place for oil. But it's not economic to do that at $60. Mais ce n'est pas rentable de faire cela à $60. Ainsi, bien que les États-Unis continuent de produire davantage de pétrole, aucun nouveau forage n'a lieu. Et nous voilà revenus dans un cycle de prospérité et de crise dans le secteur du pétrole et de l'énergie. Pendant ce temps, nous sommes dépassés. 60% des nouvelles sources d'énergie dans le monde sont renouvelables. Les Chinois disposent de la technologie, éolien, solaire, nucléaire, et maintenant un réacteur au thorium, idéal pour alimenter les navires, les sous-marins et les porte-conteneurs. Il ne présente pas les problèmes de sécurité des réacteurs nucléaires à base d'uranium et repose sur un sel fondu sûr à l'intérieur du conteneur. That is safe within the container. Et la Chine est également en tête dans le domaine de l'énergie de fusion. Nous sommes donc en train de prendre du retard, et c'est un peu comme le président préféré de Trump, McKinley. Vous savez, si Trump était comme McKinley, McKinley a dû choisir entre les automobiles et les chevaux. Il aurait choisi les chevaux, pas les automobiles. Mais bref, nous choisissons les émissions de carbone et les moteurs à combustion plutôt que l'électrification, ce qui est un mauvais choix. Cela va nous laisser avec l'équivalent de beaucoup de chevaux et de calèches pendant que le reste du monde aura des automobiles. with the equivalent of a lot of horses and buggies while the rest of the world has automobiles. Just to wrap up this session, Ambassador, we know Pour conclure cette session, Monsieur l'ambassadeur, nous savons que la politique étrangère des États-Unis repose essentiellement sur la doctrine Wolfowitz, Wolfowitz doctrine qui affirme qu'il s'agit d'un jeu à somme nulle. simply Pas de superpuissance régionale, no pas de superpuissance mondiale. power, no global Mais la réalité du monde d'aujourd'hui est totalement différente de celle qui existait lorsque cette doctrine a été élaborée. was during those days. Ce nouveau mouvement aux États-Unis va-t-il avoir une influence? New movement Il ne s'agit pas seulement de la gauche ou du Parti démocrate. Cela concerne aussi la droite, les personnes qui ne sont pas satisfaites de ces guerres sans fin. Cela va-t-il modifier cette doctrine? Is that going to change this doctrine? Well, it has to, because
Of course, it's already Eh bien, il le faut, car bien sûr cela a déjà été vaincu. when this meeting took place in Lorsque cette rencontre a eu lieu à Busan entre Xi Jinping et Donald Trump, c'était une rencontre entre égaux. C'est la première chose. Il y a donc maintenant un concurrent très puissant sur le continent eurasiatique. C'est la fin du discours de Wolfowitz. Mais cela ne suffit même pas. Nous avons réussi à rapprocher la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Donc, si nous craignons un hégémon sur le continent eurasiatique, nous sommes en train de créer une coalition qui revient au même. Terminé. Et dans votre propre région, vous êtes au Brésil, en Amérique du Sud, le Brésil émerge sous Lula comme un concurrent très ouvert et déterminé à exercer une influence face aux États-Unis. Vous avez mentionné la question du Venezuela. competitor for influence with the United States. You mentioned the issue of Venezuela. That could be an issue that drives the United States and Brazil. Cela pourrait être un problème qui pousse les États-Unis et le Brésil vers une forme de conflit. Ainsi, la doctrine Wolfowitz, même dans notre propre hémisphère, l'hémisphère occidental, vous savez, nous pouvons encore faire des choses terribles dans le bassin des Caraïbes. Nous pouvons encore faire des choses terribles en Amérique centrale, apparemment. Mais je ne pense pas que nous en ayons le pouvoir. Vous savez, notre secrétaire au Trésor dit qu'aider Milei en Argentine est une nouvelle version de la doctrine Monroe. Si c'est le cas, c'est plutôt comique, à mon avis. Quoi qu'il en soit, quiconque parie sur le fait que les Argentins ne feront pas défaut sur leurs dettes risque d'avoir une surprise. Je crois qu'ils ont fait défaut 9 fois dans leur histoire. Et bien sûr, c'est très intéressant. Le péronisme en Argentine a essentiellement tué la poule aux œufs d'or. Basically killed the goose that laid the golden eggs. They were, at the turn of the 19th and 20th centuries, À la charnière des 19e et 20e siècles, tout le monde pensait que l'Argentine allait devenir le pays le plus riche de la planète. Et ils ont tout fait de travers. Ils ont instauré des taxes à l'exportation, monopolisé certains secteurs à l'intérieur du pays, accordé des droits du travail qui rendaient la production de nombreux biens non rentables. Ainsi, au lieu d'investir leurs profits agricoles, dont ils disposaient en abondance, dans le développement industriel, ils ont taxé l'agriculture sans consacrer ces fonds à des forces productives. Quoi qu'il en soit, l'Argentine réagit à tout cela avec désespoir. C'est pourquoi ils ont élu Milei. Mais je ne pense pas que Milei soit le sauveur de l'Argentine. Et je ne crois pas que Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, parviendra à récupérer notre argent auprès de l'Argentine. the Treasury Secretary is going to get our money back from Argentina. Il semble que Milei dépense l'argent pour acheter des sous-marins à la France. France. It's Yes, of course. Because, after all, the Islas Malvinas, Oui, bien sûr. the Falkland Parce que vous savez, après tout, les Islas Malvinas, les îles Falkland, vous savez, nous devons faire. I always remember Enfin, je me souviens toujours de ce dicton. Dieu passe ses nuits à réparer le désordre que les Argentins font pendant la journée, et rien n'a changé. the mess the Argentines make during the day, and nothing has changed. Yeah. Oui, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Un grand plaisir, comme toujours. Great pleasure, as always. Well, Eh bien, c'est un plaisir de te parler. Passe une excellente journée, Nima. Thank you. Merci.